Dans un hurlement déchirant, Jean-Paul Dubois serre sa fille de 6 mois, Amélie, contre sa poitrine, alors que sa petite main rougie par le café bouillant tremble sous la douleur. La stewardess Camille, un sourire narquois aux lèvres, murmure à son collègue, insensible au calvaire de l'enfant. Aucun d'eux ne remarque Marianne Lefebvre, juge à la Cour de cassation, observant la scène depuis la première classe, son téléphone captant chaque instant de cette injustice flagrante. Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à une injustice criante? Avez-vous été témoin d'un acte de mépris qui vous a révolté au plus profond de votre âme? Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous refusez de fermer les yeux face à l'injustice. Jean-Paul Dubois, 38 ans, chirurgien cardiovasculaire de renom à l'hôpital Necker de Paris, n'avait jamais imaginé qu'un simple vol de Paris à Marseille pour présenter sa fille Amélie à ses grands-parents maternels deviendrait un cauchemar. Depuis la mort de sa femme, Élise, 7 mois plus tôt, lors de complications à l'accouchement, Jean-Paul portait seul le poids de son deuil et de sa nouvelle vie de père célibataire. Élise, avocate passionnée par la justice sociale, avait rêvé de voir leur fille grandir dans un monde où la couleur de peau ne serait pas un fardeau. Ce voyage était une promesse à sa mémoire. Permettre à Amélie de connaître ses grands-parents, Pierre et Colette, malgré les tensions qui s'étaient installées entre eux. Leur douleur d'avoir perdu Élise s'était transformée en silence accusateur lors des rares appels téléphoniques, et Jean-Paul espérait que ce voyage pourrait apaiser les blessures. À l'aéroport Charles de Gaulle, la journée commence mal. Dans la file de contrôle de sécurité, Jean-Paul, un homme noir élégamment vêtu, sent les regards pesants. Tenant Amélie endormie dans son porte-bébé, il avance vers l'agent de sécurité, une femme d'âge mûr aux yeux fatigués mais au ton inquisiteur. « Vous voyagez seul avec cet enfant ?» demande-t-elle, son regard scrutant Jean-Paul comme s'il était un suspect. « Oui, je rends visite à de la famille à Marseille », répond-il calmement, habitué à masquer son agacement face à ce genre de micro-agression. « J'ai besoin de voir plus de documents, le certificat de naissance de l'enfant et une pièce d'identité supplémentaire pour vous, insiste-t-elle, examinant les papiers plus longtemps que nécessaire. Jean-Paul remarque qu'un couple blanc avec un enfant, juste devant lui, passe sans la moindre vérification approfondie. Une colère sourde monte en lui, mais il la réprime. Comme son mentor, le docteur Michel Laurent, lui avait dit un jour, « Tu devras toujours être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié du respect. » Après un contrôle humiliant, où même la formule pour bébé d'Amélie est minutieusement inspectée, Jean-Paul arrive enfin à la porte d'embarquement, légèrement désemparé mais déterminé à rester positif. L'embarquement a déjà commencé et il s'approche de la stewardess, Camille Durand, une femme blonde au chignon impeccable et au maquillage soigné. Sans même lever les yeux de son écran, elle lance d'un ton sec. « La zone 4 n'est pas encore appelée. Attendez. » Jean-Paul, tenant Amélie qui commence à s'agiter, tente d'expliquer. « Je comprends, mais j'ai un bébé. Est-il possible de bénéficier de l'embarquement prioritaire? » Camille le toise, ses lèvres pincées. « Il fallait arriver plus tôt. Vous attendrez comme tout le monde. » À cet instant, une femme blanche avec un jeune enfant s'approche. Sans vérifier son billet, Camille lui adresse un sourire éclatant. « Bien sûr, madame, passez, je vais vous aider avec la poussette. » Le contraste est flagrant, et Jean-Paul sent une brûlure d'indignation dans sa poitrine. Il a appris à naviguer dans ces eaux troubles toute sa vie. Des amphithéâtres de la faculté de médecine aux salles d'opération de l'hôpital, où il a souvent été le seul noir dans la pièce. Faire des vagues, c'est être étiqueté comme difficile ou agressif. Garder le silence, c'est permettre à ce comportement de perdurer. Quand la zone 4 est enfin appelée, Jean-Paul s'installe dans son siège en classe économique avec une efficacité rodée. Il organise les affaires d'Amélie à portée de main. Couche, lingette, biberon et son doudou préféré, un petit éléphant en peluche. Le vol de 5 heures vers Marseille exige une préparation minutieuse. Alors que les autres passagers s'installent, Jean-Paul remarque une femme âgée en première classe, cheveux argentés et allure distinguée, qui l'observe avec intérêt.
Marianne Lefebvre, juge à la Cour de cassation, a choisi un siège offrant une vue dégagée sur la cabine. À 70 ans, elle consacre ses recherches aux discriminations dans les transports et ce vol, qu'elle pensait de routine, va bientôt lui offrir une occasion inattendue d'observer une injustice en direct. Leurs regards se croisent brièvement et Marianne hoche la tête avec un sourire discret. Jean-Paul répond poliment avant de se concentrer sur Amélie, toujours calme malgré l'agitation autour d'eux. Les souvenirs d'Élise affluent alors que l'avion se prépare au décollage. Elle avait décoré la chambre d'Amélie avec des autocollants de constellations, convaincue que leur fille atteindrait les étoiles. Jean-Paul murmure à Amélie « Ta maman serait si fière de toi, ma petite étoile. » À sa grande surprise, Amélie reste paisible pendant le décollage, ses grands yeux émerveillés par les sensations nouvelles. En première classe, Marianne observe cet échange entre le père et sa fille avec une émotion contenue. Elle sait que, malgré les progrès sociaux en France, les injustices raciales persistent, souvent masquées sous des apparences subtiles mais profondément blessantes. 1 heure après le décollage, Amélie commence à s'agiter, ses petits poings s'agitent, son visage se crispe. Jean-Paul reconnaît les signes de la faim et sort un biberon du sac à langer, mais le lait est devenu froid. « Tout va bien, ma chérie », murmure-t-il en la berçant doucement tout en cherchant Camille du regard. La stewardess est occupée à servir des boissons plusieurs rangées devant, riant bruyamment avec les passagers. Jean-Paul attend patiemment qu'elle arrive à s'arranger. Quand elle s'approche enfin, il parle à voix basse pour ne pas déranger les autres. « Excusez-moi, pourriez-vous réchauffer ce biberon pour ma fille, s'il vous plaît ?» Le sourire de Camille s'efface instantanément. Elle jette un coup d'œil au biberon, puis à Amélie, dont les pleurs s'intensifient. « Je suis en plein service de boisson, » rétorque-t-elle sèchement. « Je comprends, mais elle a faim. Cela ne prendra qu'1 minute, » insiste Jean-Paul, gardant son calme. Avec un soupir théâtral, Camille prend le biberon et s'éloigne, continuant à servir les autres passagers sans hâte. Elle s'arrête pour répondre avec empressement à la demande d'un homme d'affaires blanc, Philippe, qui réclame un whisky particulier avec un sourire charmeur. Marianne, depuis la première classe, note l'interaction dans un petit carnet, son regard perçant fixé sur Camille. 15 minutes plus tard, Camille revient enfin avec le biberon, à peine tiède. Amélie, maintenant en pleurs hystériques, attire les regards agacés des passagers voisins. « Tenez, » dit Camille en tendant le biberon avec dédain. « Vous devriez mieux contrôler votre enfant. » Les autres passagers essaient de se détendre. Sa voix est assez forte pour que tout le monde entende, une humiliation publique. Jean-Paul, mâchoire serrée, vérifie la température du lait sur son poignet. À peine tiède, mais il n'a pas le choix. Il donne le biberon à Amélie, qui l'accepte avidement malgré la température inadéquate. Camille s'éloigne et Jean-Paul l'entend murmurer à son collègue Antoine. Ces gens-là ne savent jamais voyager avec des enfants, toujours à exiger des traitements spéciaux. Les mots perçant comme une lame, mais Jean-Paul se concentre sur Amélie, habituée à encaisser ce genre de remarques. Il se remémore les fois où, à l'hôpital, des patients ont demandé un autre médecin en voyant sa couleur de peau, ou des infirmières ont remis en question ses ordres malgré son statut de chef de service. Une femme âgée de l'autre côté de l'allée, Madame Dubois, lance un regard désapprobateur à Camille, tandis que Philippe, l'homme d'affaires, se retourne et marmonne bruyamment. « C'est insupportable, ces bébés qui pleurent sur les vols. Pourquoi les laisser monter à bord ?» Son ton méprisant, chargé d'un racisme implicite, fait bouillir le sang de Jean-Paul, mais il reste impassible, caressant doucement la tête d'Amélie. Marianne, toujours vigilante, ajuste sa position pour mieux observer, son téléphone discrètement prêt à enregistrer. Elle sent que la situation pourrait empirer. Une annonce du commandant de bord interrompt les pensées de Jean-Paul, signalant une turbulence imminente et demandant à tous de regagner leur siège et de boucler leur ceinture. Jean-Paul remercie intérieurement le timing. Amélie s'est enfin calmée et il a besoin d'un moment de répit. Les cernes sous ses yeux trahissent les nuits blanches passées à jongler entre son rôle de père et sa carrière exigeante. 2 heures après le décollage, l'odeur du café emplit la cabine alors que le service de boisson reprend. Camille, toujours enjouée avec certains passagers, sert avec une amabilité sélective, réservant ses sourires aux voyageurs qu'elle juge dignes de son attention.
Lorsqu'elle atteint la rangée de Jean-Paul, elle est en pleine conversation animée avec Antoine, plaisantant sur leur projet de week-end. Sans regarder, elle verse le café, et en un instant, un liquide brûlant éclabousse le bras d'Amélie, endormie dans les bras de son père. L'enfant se réveille en hurlant, un cri déchirant qui transperce la cabine. Jean-Paul réagit immédiatement, son instinct de chirurgien prenant le dessus. « De l'eau froide et de la glace, tout de suite !» ordonne-t-il, retirant la manche trempée d'Amélie pour éviter que la brûlure ne s'aggrave. La réponse de Camille est d'une indifférence choquante. « Les accidents arrivent », dit-elle avec un sourire à peine dissimulé, continuant à servir le café à la rangée suivante comme si de rien n'était. « Ma fille est brûlée, j'ai besoin de matériel médical maintenant. » La voix de Jean-Paul, habituellement mesurée, tremble de colère et d'urgence. « Monsieur, calmez-vous », rétorque Camille, son ton glacial. « Votre bébé bougeait, vous auriez dû faire plus attention. » La femme assise à côté, Sophie, une jeune mère noire, bondit de son siège, horrifiée. « Ce n'est absolument pas sa faute. J'ai tout vu, vous avez renversé ce café sans regarder. » Elle tend ses propres serviettes à Jean-Paul, qui appuie frénétiquement sur le bouton d'appel tout en berçant Amélie, dont les cris s'intensifient. Son esprit de médecin analyse rapidement. La marque rouge sur le petit bras d'Amélie indique une brûlure au second degré. Chaque seconde sans traitement augmente le risque d'infection et de cicatrices permanentes. Camille revient enfin avec quelques serviettes en papier et un gobelet d'eau tiède qu'elle pose avec nonchalance. « C'est tout ce qu'on a », dit-elle, comme si Jean-Paul était une nuisance. « Ce n'est pas suffisant pour une brûlure », insiste-t-il, sa voix montant malgré lui. « Je suis médecin, je sais ce qu'il faut. Où est le kit de premier secours ?» Camille hausse un sourcil, son ton dégoulinant de scepticisme. « Médecin, vraiment? Je vais voir si le kit est disponible, mais nous sommes très occupés. » L'insinuation est claire. Elle ne croit pas qu'un homme noir puisse être médecin. Philippe, l'homme d'affaires, se retourne à nouveau, exaspéré. « Faites taire cet enfant ou mettez-le en soute. C'est insupportable pour les gens civilisés. » Ces mots, empreints d'une arrogance odieuse, font monter une vague de rage dans la poitrine de Jean-Paul. Il pense à Élise, qui n'aurait jamais toléré une telle injustice. « Ne pas faire de vagues, c'est choisir de se noyer en silence », lui disait-elle. Marianne, depuis la première classe, a tout enregistré. Elle se lève, son regard d'acier fixé sur Camille. « Je peux aider », déclare-t-elle avec une autorité naturelle, sans encore révéler son statut de juge. Jean-Paul, concentré sur Amélie, lève les yeux avec gratitude. « C'est une brûlure au second degré. Je suis chirurgien cardiovasculaire, mais j'ai besoin de fournitures adéquates. » Marianne hoche la tête et se tourne vers Camille. Le kit de premier secours doit contenir du gel pour brûlure, des pansements stériles et des analgésiques. Apportez-le immédiatement. Son ton ne tolère aucun refus. Camille hésite, jaugeant l'allure distinguée de Marianne, mais rétorque. « Nous n'ouvrons le kit qu'en cas d'absolue nécessité. »« C'est une nécessité absolue, » coupe Marianne. « Une enfant est blessée. Apportez-le ou je devrais parler au commandant de vos protocoles d'urgence. » Camille, déstabilisée, marmonne qu'elle va vérifier et s'éloigne précipitamment. Marianne s'agenouille près de Jean-Paul, examinant la brûlure avec une compétence médicale évidente. « Je suis Marianne Lefebvre. Avant d'être juriste, j'étais infirmière. Vous faites exactement ce qu'il faut, docteur Dubois. Gardez la zone fraîche, mais pas froide. » Ensemble, ils discutent des options de traitement, établissant une connexion basée sur un respect mutuel. Jean-Paul sent une lueur d'espoir au milieu du chaos, mais la douleur d'Amélie et l'indifférence cruelle de Camille alimentent une fureur qu'il peine à contenir. Antoine, le collègue de Camille, s'approche discrètement. « Je suis désolé, docteur Dubois, » murmure-t-il, jetant un regard nerveux vers l'arrière de la cabine. Camille a déjà eu des plaintes pour ce genre de comportement, mais la compagnie l'ignore. Cette révélation attise la colère de Jean-Paul. Combien d'autres ont souffert en silence? Sophie, la passagère à côté, ajoute « J'ai vécu la même chose sur un vol précédent. Ils m'ont ignoré quand mon fils était malade, mais ils ont couru aider une famille blanche. »
Ces mots, chargés de douleur et de résignation, font écho à l'expérience de Jean-Paul, renforçant sa détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Marianne, toujours vigilante, note tout dans son carnet, son téléphone enregistrant discrètement. L'avion continue sa route, mais la tension dans la cabine est palpable. Jean-Paul berce Amélie, dont les pleurs se transforment en gémissements, son petit corps tremblant. Il pense à Élise, à sa voix qui lui disait toujours d'utiliser sa position pour défendre les autres. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de lui ou d'Amélie, mais de tous ceux qui subissent ce genre de traitement sans qu'un juge de la Cour de cassation soit là pour le voir. Alors que l'avion entame sa descente vers une escale imprévue à Lyon pour une urgence médicale, Jean-Paul prend une décision. Il ne se taira pas. Cette injustice ne restera pas sans conséquence. Le hurlement d'Amélie, bien que plus faible, résonne encore dans la cabine de l'avion, chaque gémissement de l'enfant de 6 mois ravivant la fureur de Jean-Paul Dubois. Sa petite main, rougie par la brûlure au second degré causée par le café bouillant renversé par la stewardess Camille, tremble alors qu'il tente de la calmer avec les moyens dérisoires à sa disposition. Camille, loin de montrer le moindre remords, parade dans l'allée, son sourire narquois intact, tandis qu'elle sert des boissons aux autres passagers comme si rien ne s'était passé. Jean-Paul, chirurgien cardiovasculaire habitué à garder son sang-froid dans les salles d'opération, sent une rage incandescente monter en lui, alimentée par l'indifférence cruelle de Camille et les regards hostiles de certains passagers, notamment Philippe, l'homme d'affaires arrogant qui continue de maugréer bruyamment sur l'inconvenance des bébés en vol. Mais ce que Camille ignore, c'est que Marianne Lefebvre, juge à la Cour de cassation, a tout vu, tout enregistré, et que son regard perçant ne laisse rien passer. Dans cette cabine à 30 000 pieds d'altitude, une tempête d'injustice se prépare à éclater, et Jean-Paul, pour la première fois, sent qu'il ne pourra pas rester silencieux face à cette humiliation publique. Jean-Paul, tenant Amélie contre sa poitrine, appuie à nouveau sur le bouton d'appel, son regard fixé sur l'allée où Camille continue de plaisanter avec son collègue Antoine. « J'ai besoin du kit de premier secours maintenant », lance-t-il, sa voix vibrant d'une autorité qu'il réserve habituellement à ses équipes médicales. Camille s'arrête, pivote lentement, et le toise avec un mépris à peine voilé. « Monsieur, je vous ai déjà donné ce que j'avais. Vous devriez vous calmer, vous perturbez tout le monde. » Ces mots, prononcés avec une froideur calculée, sont comme une gifle. Jean-Paul sent son pouls accélérer, mais il se force à respirer profondément, conscient que perdre son sang-froid ne ferait que donner raison à cette femme. « Ma fille a une brûlure au second degré. En tant que médecin, je vous dis que ce que vous m'avez donné est insuffisant. Apportez le kit médical immédiatement. » Camille hausse les épaules, son sourire s'élargissant. « Médecin, hein? Je vais voir ce que je peux faire. Mais ne vous attendez pas à des miracles en plein vol. » Elle s'éloigne, laissant Jean-Paul avec un gobelet d'eau tiède et quelques serviettes en papier, des outils dérisoires face à la gravité de la blessure d'Amélie. Sophie, la passagère assise à côté, ne peut contenir son indignation. « C'est scandaleux !» s'exclame-t-elle, sa voix tremblante de colère. « J'ai vu ce qu'elle a fait. Elle a renversé ce café sans même regarder, et maintenant elle vous traite comme si vous étiez le problème. » Sophie, une jeune mère noire, partage un regard de compréhension avec Jean-Paul. « L'année dernière, sur un vol avec mon fils, ils m'ont ignoré quand il faisait une crise d'asthme. Mais une femme blanche avec un mal de tête, ils ont couru lui chercher des médicaments. » Ces mots, chargés d'une douleur familière, frappent Jean-Paul comme un écho de sa propre vie. Les patients qui demandaient un autre chirurgien en voyant sa couleur de peau, les infirmières qui mettaient en doute ses diagnostics malgré ses années d'expérience, les agents de sécurité qui le suivaient dans les magasins de luxe. Chaque micro-agression, chaque humiliation refait surface, alimentant une rage qu'il a toujours contenue pour survivre dans un monde qui ne lui laisse pas le droit à l'erreur. À cet instant, Philippe, l'homme d'affaires en costume hors de prix, se retourne à nouveau, son visage rouge d'agacement. « C'est insupportable !» aboie-t-il, s'adressant autant à Jean-Paul qu'à l'ensemble de la cabine. « Si vous ne pouvez pas contrôler votre gosse, prenez un vol privé. Les gens comme moi paient pour voyager en paix. »
Le « gens comme moi » résonne comme une insulte raciale à peine déguisée, et Jean-Paul sent ses poings se serrer involontairement. Madame Dubois, la femme âgée de l'autre côté de l'allée, intervient, sa voix tremblante mais ferme. « Monsieur, un peu de décence. Cet homme fait tout pour sauver sa fille, et vous ne pensez qu'à votre confort ?» Philippe ricane, haussant les épaules. « Ce n'est pas mon problème. Qu'il apprenne à voyager correctement. » Ces paroles, empreintes d'une arrogance odieuse, font bouillir le sang de Jean-Paul, qui se force à se concentrer sur Amélie, dont les gémissements s'intensifient. Chaque seconde sans traitement adéquat aggrave le risque de complications, et l'indifférence collective de la cabine, à l'exception de Sophie et Madame Dubois, lui donne l'impression d'être seule contre un mur d'hostilité. Marianne Lefebvre, depuis la première classe, observe la scène avec une intensité croissante. Ses années en tant qu'infirmière, puis juriste, lui ont appris à reconnaître les injustices systémiques, et ce qu'elle voit aujourd'hui n'est pas un simple accident, mais un enchaînement de comportements discriminatoires. Elle se lève, traverse la cabine avec une démarche assurée, et s'arrête près du siège de Jean-Paul. « Docteur Dubois, je peux aider », déclare-t-elle, sa voix portant une autorité naturelle. Jean-Paul, surpris par son intervention, hoche la tête. « Merci. C'est une brûlure au second degré. J'ai besoin de gel pour brûlure et de pansements stériles. » Marianne se tourne vers Camille, qui revient à ce moment-là, les mains vides. « Mademoiselle, le kit de premier secours doit être apporté immédiatement. Une enfant est gravement blessée. » Camille, déstabilisée par l'allure distinguée de Marianne, tente de reprendre le contrôle. « Madame, nous suivons les protocoles. Ce n'est qu'un petit incident. » Marianne la coupe, son ton glacial. « Un incident? Une brûlure au second degré sur un nourrisson n'est pas un petit incident. Apportez le kit maintenant, ou je devrais discuter de vos manquements avec le commandant. » Camille, visiblement secouée, disparaît vers l'arrière de l'avion, mais son absence prolongée ne fait qu'accroître la tension. Jean-Paul, berçant Amélie, sent la panique monter. Chaque minute sans traitement augmente le risque d'infection, et la douleur de sa fille lui brise le cœur. Il pense à Élise, à sa voix passionnée qui dénonçait toujours l'injustice. « Ne pas faire de vagues, c'est accepter de vivre à genoux », lui disait-elle. Aujourd'hui, il comprend plus que jamais ces mots. Antoine, le collègue de Camille, s'approche discrètement, son visage marqué par la gêne. « Docteur Dubois, je suis désolé pour tout ça », murmure-t-il. « Camille, ce n'est pas la première fois. Elle a déjà été signalée pour des comportements comme celui-ci, mais la compagnie ferme les yeux. Il manque de personnel depuis la pandémie, alors ils protègent leurs employés, même les pires. » Cette révélation est comme un coup de poignard. Jean-Paul fixe Antoine, sa voix basse mais vibrante de colère. Combien d'autres ont souffert à cause d'elle? Combien de plaintes ont été étouffées? Antoine baisse les yeux, incapable de répondre. Quand Camille revient enfin, elle pose un kit de premier secours sur le siège avec un air de défi. Jean-Paul l'ouvre immédiatement, mais son cœur se serre. Il manque la moitié des fournitures essentielles. Pas de gel pour brûlure, pas de pansement stérile. Seulement quelques bandages basiques et un analgésique inadapté pour un nourrisson. « C'est une plaisanterie » s'exclame-t-il, sa voix montant malgré lui. « Vous appelez ça un kit médical? Ma fille a besoin de soins immédiats. » Camille croise les bras, son ton dégoulinant de condescendance. « Vous devriez être reconnaissant qu'on vous donne ça. Les accidents arrivent, et ce n'est pas comme si c'était ma faute. » Sophie bondit à nouveau. « Vous mentez. Vous avez renversé ce café sans regarder, et maintenant vous laissez cet enfant souffrir. » Camille la fusille du regard. « Restez à votre place, madame. Ça ne vous concerne pas. » Ces mots, chargés d'un racisme à peine voilé, font exploser la colère de Jean-Paul. « Ma fille souffre à cause de votre négligence, » lance-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. « Et vous osez nous dire de rester à notre place ?» Philippe, toujours prompt à intervenir, ricane bruyamment. « Vous faites tout un drame pour rien. Ce n'est qu'un peu de café. Si vous étiez plus attentif, ça ne serait pas arrivé. » Ces paroles, prononcées avec une arrogance insupportable, attisent la fureur de Jean-Paul, qui doit se retenir pour ne pas répondre violemment.
Marianne, toujours présente, prend la parole, sa voix coupante comme une lame. « Monsieur, je vous suggère de garder vos commentaires pour vous. Et vous, mademoiselle, ajoute-t-elle en se tournant vers Camille, je vous conseille d'aller chercher un kit médical complet, immédiatement. » Camille, sous pression, s'éloigne à nouveau, mais son attitude défiante ne change pas. Marianne s'agenouille près de Jean-Paul, examinant la brûlure d'Amélie. « Vous faites tout ce qu'il faut, docteur Dubois. Je vais m'assurer que vous obteniez ce dont vous avez besoin. » Elle sort son téléphone et commence à taper un message, probablement à un contact au sol, tout en continuant à noter les détails dans son carnet. À cet instant, une annonce du commandant de bord retentit. « Mesdames et messieurs, en raison d'une situation médicale à bord, nous allons effectuer un atterrissage d'urgence à Lyon. Veuillez rester assis et boucler vos ceintures. » La cabine s'agite, les passagers échangeant des murmures curieux. Philippe, fidèle à lui-même, se plaint bruyamment. « Tout ça pour un bébé qui pleure? Ridicule, j'ai une réunion importante à Marseille. » Ces paroles, empreintes d'un égoïsme révoltant, font monter une vague de dégoût chez Jean-Paul, mais il se concentre sur Amélie, dont les gémissements se sont transformés en pleurs épuisés. Sophie, toujours à ses côtés, murmure « Ne les laissez pas vous faire taire. Ce qu'ils font est inadmissible. » Jean-Paul hoche la tête, reconnaissant. « Merci, je ne vais pas me taire, pas cette fois. » Camille revient enfin avec un kit médical légèrement mieux fourni, mais toujours insuffisant. Jean-Paul et Marianne travaillent ensemble pour appliquer un pansement improvisé, utilisant le peu de gel pour brûlure disponible. La douleur d'Amélie s'atténue légèrement, mais la brûlure reste inquiétante. Jean-Paul, en tant que chirurgien, sait que le retard dans le traitement pourrait entraîner des cicatrices permanentes, voire des complications infectieuses. Chaque minute d'attente est une torture, et l'attitude de Camille, qui continue de minimiser l'incident, est insupportable. « Vous devriez remplir un rapport d'incident », suggère Marianne, sa voix ferme. « Documentez tout, docteur Dubois. Ce qui s'est passé ici n'est pas un accident, c'est de la négligence. » Jean-Paul acquiesce, son esprit déjà tourné vers les prochaines étapes. Il pense à Élise, à son courage face à l'injustice et à la promesse qu'il lui a faite de protéger Amélie dans un monde hostile. Alors que l'avion entame sa descente vers Lyon, un homme en costume, Bernard, se présente comme le chef de cabine. Son sourire professionnel cache mal son inquiétude. « Docteur Dubois, je comprends qu'il y a eu un incident regrettable. Nous allons tout faire pour vous aider. » Jean-Paul, toujours en train de bercer Amélie, le fixe avec méfiance. « Un incident regrettable? Votre stewardess a renversé du café bouillant sur ma fille, a refusé de m'aider, et maintenant elle ment pour se couvrir. Ce n'est pas un incident, c'est une faute grave. » Bernard, mal à l'aise, tente de calmer la situation. « Je vous assure que nous prenons cela très au sérieux. Nous pouvons vous offrir un dédommagement, peut-être un bon pour un futur vol. » Jean-Paul l'interrompt, sa voix tremblante de rage. « Un bon de vol? Ma fille est brûlée. Et vous pensez qu'un bon de vol va régler ça? Je veux des comptes, pas des excuses. » Marianne, toujours à ses côtés, intervient. « Monsieur, je suis Marianne Lefebvre, juge à la Cour de cassation. J'ai observé votre stewardess depuis l'embarquement, et son comportement est inacceptable. Je vous suggère de préparer un rapport complet, car cette affaire ne s'arrêtera pas ici. » L'effet est immédiat. Bernard pâlit, son sourire s'efface. « Madame la juge, nous n'avions pas réalisé que vous étiez à bord. Soyez assurée que nous traiterons cela avec la plus grande attention. » Marianne le coupe, son ton implacable. « Je ne veux pas d'assurance, je veux des actions. Cette enfant a besoin de soins médicaux immédiats et le docteur Dubois mérite des explications claires sur pourquoi votre équipage a si mal géré la situation. » Camille, qui observe de loin, perd son assurance habituelle, son visage trahissant une peur grandissante. Antoine, quant à lui, évite le regard de Jean-Paul, visiblement déchiré entre sa loyauté envers sa collègue et sa conscience. Sophie, toujours vigilante, murmure à Jean-Paul. « Ils vont essayer de tout étouffer. Ne les laissez pas faire. » Jean-Paul hoche la tête, sa détermination renforcée par le soutien inattendu de ses inconnus.
Alors que l'avion atterrit à Lyon, Bernard revient avec une pile de formulaires. Docteur Dubois, si vous pouviez signer ceci pour confirmer que nous avons fourni une assistance. Jean-Paul parcourt les documents, son regard s'assombrissant. Ce formulaire dit que vous avez fourni des soins appropriés en temps voulu. C'est faux. Il m'a fallu 20 minutes pour obtenir un kit médical à peine utilisable. Bernard, nerveux, insiste. C'est juste une formalité. Nous pouvons vous offrir une compensation généreuse si vous signez. Jean-Paul repousse les papiers, sa voix ferme. Je ne signe rien qui ment sur ce qui s'est passé. Je veux un rapport complet et je veux que justice soit faite. Marianne, impressionnée par sa fermeté, pose une main sur son épaule. Vous faites le bon choix, docteur Dubois. J'ai tout documenté et je m'assurerai que cette affaire soit traitée comme il se doit. À la descente de l'avion, une équipe médicale attend sur le tarmac, mais Jean-Paul remarque immédiatement que les paramédics semblent mal préparés, avec un équipement minimal. Où est le matériel pour traiter une brûlure pédiatrique? Demande-t-il, sa voix trahissant son exaspération. L'un des paramédics, embarrassé, marmonne. On nous a dit que c'était une brûlure légère. Jean-Paul explose. Légère? Ma fille a une brûlure au second degré. Qui vous a donné ces informations? Bernard, toujours présent, intervient précipitamment. Il y a eu un malentendu. Nous allons tout arranger. Mais Jean-Paul n'écoute plus. Il suit les paramédics, tenant Amélie contre lui, tandis que Marianne marche à ses côtés, son téléphone toujours en main. Sophie, avant de quitter l'avion, glisse à Jean-Paul. « Battez-vous pour nous tous. Ce qu'ils font, ça arrive tous les jours. » À l'hôpital de Lyon, Amélie est enfin prise en charge par une équipe pédiatrique compétente. Le docteur Claire Martin, spécialiste des brûlures, confirme l'évaluation de Jean-Paul. La brûlure est sérieuse, mais avec un traitement approprié, les risques de cicatrices permanentes peuvent être minimisés. « Vous avez bien réagi en refroidissant la zone immédiatement, » dit-elle à Jean-Paul, qui hoche la tête, épuisé mais soulagé. « Merci. Mais si j'avais eu les fournitures nécessaires à bord, elle souffrirait moins. » Claire fronce les sourcils. Que s'est-il passé exactement? Jean-Paul raconte l'incident, sa voix tremblante de colère alors qu'il décrit l'indifférence de Camille et les tentatives de Bernard pour étouffer l'affaire. Marianne, toujours présente, ajoute « J'ai tout vu et j'ai des enregistrements. Cette compagnie aérienne devra répondre de ses actions. » Tard dans la soirée, alors qu'Amélie dort enfin sous sédation, Jean-Paul reçoit un appel de Bernard, qui propose une somme d'argent conséquente à condition qu'il signe un accord de confidentialité. « Pensez à votre fille, docteur Dubois. Cette somme pourrait lui offrir un avenir confortable. » Jean-Paul, écœuré, raccroche sans répondre. Il pense à Élise, à sa conviction que l'injustice ne peut être combattue par le silence. Il pense à Sophie, à Antoine, à tous ceux qui ont été victimes de ce système sans avoir une juge de la Cour de cassation pour témoin. Assis au chevet d'Amélie, il prend une décision. Il ne se contentera pas d'un chèque. Il veut que cette compagnie, et toutes celles qui ferment les yeux sur ce genre de comportement, soient forcées de changer. La rage qui brûle en lui n'est plus seulement pour Amélie, mais pour tous ceux qui ont été humiliés, ignorés, blessés par un système qui protège les coupables et punit les victimes. Alors que la nuit enveloppe l'hôpital, Jean-Paul sait que le combat ne fait que commencer. Dans la chambre d'hôpital à Lyon, Jean-Paul Dubois veille sur sa fille Amélie, dont le petit bras bandé repose doucement contre son doudou éléphant. La brûlure au second degré, causée par le café bouillant renversé par la stewardess Camille, commence à cicatriser, mais chaque regard sur la peau rougie de sa fille ravive une fureur volcanique en lui. L'indifférence cruelle de Camille, les tentatives éhontées de la compagnie aérienne pour étouffer l'affaire, et les insultes racistes à peine voilées de passagers comme Philippe, l'homme d'affaires arrogant, ont transformé ce vol de routine en un champ de bataille pour la justice. Jean-Paul, chirurgien cardiovasculaire de 38 ans, n'est plus seulement un père célibataire luttant pour protéger sa fille de 6 mois. Il est devenu un symbole de résistance contre un système qui tolère l'injustice depuis trop longtemps. À ses côtés, Marianne Lefebvre, juge à la Cour de cassation, a fourni des preuves accablantes, tandis que Claire Dubois, une avocate des droits civiques, s'apprête à porter cette affaire devant les tribunaux.
Mais le chemin vers la justice est semé d'embûches et les forces qui cherchent à maintenir le statu quo sont prêtes à tout pour le faire taire. Dans cette lutte, la mémoire de sa femme Élise, une avocate passionnée par l'équité, guide chaque pas de Jean-Paul, l'exhortant à ne pas plier face à l'adversité. À l'aube, alors qu'Amélie dort paisiblement sous l'effet des analgésiques, Jean-Paul reçoit un appel de Claire Dubois, dont l'énergie combative transperce le combiné. « Jean-Paul, nous avons du nouveau », annonce-t-elle. « J'ai découvert des dossiers internes de la compagnie aérienne. Camille a été visée par 6 plaintes pour discrimination raciale au cours des 2 dernières années, toutes classées sans suite. Et ce n'est pas tout. Ils ont un système pour enterrer ses affaires, avec des accords de confidentialité signés sous pression. » Jean-Paul sent une colère sourde monter en lui. Combien de personnes ont été réduites au silence? Demande-t-il, sa voix tremblante. Des dizaines, peut-être plus, répond Claire. Mais votre cas est différent. Avec le témoignage de Marianne et les enregistrements, ils ne peuvent pas nous ignorer. Jean-Paul hoche la tête, même si Claire ne peut le voir. Je ne veux pas d'argent, je veux qu'il change, pour Amélie, pour tous les autres. Claire approuve. C'est exactement pourquoi je suis là. Préparez-vous, Jean-Paul, cette bataille va être rude. À peine raccroche-t-il qu'un message apparaît sur son téléphone. Une notification d'un réseau social. Une vidéo de Camille, les larmes aux yeux, circule sur Internet. Dans une interview télévisée, elle se présente comme une victime. J'ai consacré ma vie au service des passagers, sanglote-t-elle. Ce n'était qu'un accident pendant des turbulences, et maintenant on me persécute à cause de la politique du politiquement correct. Elle ose même mentionner Jean-Paul. Cet homme, ce soi-disant médecin, a exagéré l'incident pour attirer l'attention. Jean-Paul sent son sang bouillir. Soi-disant médecin, murmure-t-il, incrédule. Cette femme, qui l'avait regardé avec mépris en refusant de croire qu'un noir pouvait être chirurgien, ose maintenant salir son nom publiquement. Il clique sur les commentaires sous la vidéo et découvre un torrent de haine. Des messages racistes l'accusant d'être un opportuniste, un profiteur, voire pire. Mais parmi la fange, il y a aussi des voix de soutien, des parents partageant des histoires similaires de discrimination en vol, des collègues médecins exprimant leur solidarité. Un message en particulier le touche. « Docteur Dubois, vous êtes un héros. Ne les laissez pas vous faire taire. » À l'hôpital, une infirmière annonce l'arrivée de Pierre et Colette, les grands-parents maternels d'Amélie. Depuis la mort d'Élise, leur relation avec Jean-Paul était tendue, leur chagrin se muant en ressentiment envers le gendre qui avait survécu à leur fille. Mais aujourd'hui, en voyant Amélie, leurs visages s'adoucissent. Colette, les larmes aux yeux, caresse doucement la joue de sa petite fille. « Elle ressemble tellement à Élise », murmure-t-elle. Pierre, habituellement distant, pose une main sur l'épaule de Jean-Paul. « Comment va-t-elle » demande-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Elle va se rétablir », répond Jean-Paul, « mais ce qui s'est passé sur ce vol, ça ne peut pas rester impuni. » À sa surprise, Pierre acquiesce. Élise n'aurait jamais toléré ça. « Fais ce qu'il faut, Jean-Paul. Nous sommes avec toi. » Cette solidarité inattendue, née de leur amour commun pour Amélie, fissure le mur de douleur qui les séparait. Jean-Paul sent une lueur d'espoir. Peut-être ce cauchemar permettra-t-il de reconstruire un lien avec la famille d'Élise, mais l'espoir est de courte durée. En fin de matinée, Bernard, le chef de cabine, réapparaît à l'hôpital, accompagné d'un homme en costume gris, M. Laurent, vice-président régional de la compagnie aérienne. Leur sourire mielleux cache une intention claire, acheter le silence de Jean-Paul. « Docteur Dubois, nous sommes profondément désolés pour cet incident, » commence Laurent, sa voix suave. « Nous vous proposons une compensation substantielle, 1 million d'euros, en échange d'un accord de confidentialité. Cela pourrait assurer un avenir radieux à votre fille. » Jean-Paul, tenant Amélie dans ses bras, fixe l'homme avec un mépris glacial. « Vous pensez que je vais vendre la dignité de ma fille pour 1 million d'euros » rétorque-t-il, sa voix vibrante de colère. « Vous avez laissé une employée raciste blesser mon enfant, vous avez menti pour la protéger, et maintenant vous voulez m'acheter ?» Laurent, déstabilisé, tente de reprendre le contrôle.
Nous comprenons votre frustration, mais un procès serait long, coûteux et incertain. Pensez à ce qui est mieux pour Amélie. Jean-Paul explose. Ce qui est mieux pour Amélie, c'est un monde où elle ne sera pas jugée par sa couleur de peau avant même de pouvoir parler. Sortez d'ici. Bernard et Laurent échangent un regard nerveux avant de battre en retraite, mais Jean-Paul sait que ce n'est que le début de leur manœuvre. Dans l'après-midi, Claire arrive à l'hôpital avec une pile de documents. « Nous avons de nouveaux témoins », annonce-t-elle. Sophie, la passagère de votre vol, a accepté de témoigner. Elle a retrouvé des échanges avec la compagnie après un incident similaire l'année dernière, où ils l'ont menacée de poursuite si elle parlait publiquement. Jean-Paul serre les poings. Ils intimident leurs victimes pour les faire taire? Claire hoche la tête. Et ce n'est pas tout. Antoine, le collègue de Camille, est prêt à parler. Il a fourni des preuves que la compagnie était au courant des plaintes contre Camille, mais l'a protégée pour éviter un scandale. Mais cette nouvelle victoire est ternie par une révélation choquante. Antoine a été licencié le matin même pour violation des politiques de confidentialité. Jean-Paul sent une rage incandescente l'envahir. Ils punissent celui qui dit la vérité et protègent celle qui a blessé ma fille, s'exclame-t-il. C'est un système pourri jusqu'à la moelle. Claire pose une main rassurante sur son bras. Oui, mais c'est aussi leur faiblesse. Ce licenciement donne à Antoine une raison de se battre. Il veut que justice soit faite, comme vous. En soirée, Jean-Paul allume la télévision dans la chambre d'hôpital et tombe sur une émission où Philippe, l'homme d'affaires du vol, défend Camille avec une arrogance insupportable. Cet incident a été exagéré par un homme qui cherche à jouer la carte de la race, déclare-t-il, son sourire suffisant faisant bouillir le sang de Jean-Paul. Camille est une professionnelle exemplaire, et franchement, les gens comme ce prétendu docteur devraient apprendre à se comporter en vol. Ces mots, prononcés avec une condescendance odieuse, sont comme un coup de poignard. Jean-Paul éteint la télévision, incapable de supporter davantage. Il pense à Élise, à sa façon de démonter ce genre d'argument avec une logique implacable. « Utilise ta voix », lui disait-elle, « surtout quand ils essaient de te faire taire. » À cet instant, son téléphone vibre. Un message anonyme, chargé de haine raciale, le menace de conséquences s'il continue à faire des histoires. Jean-Paul sent une boule dans sa gorge, non pas de peur, mais de rage. Ils veulent l'intimider, le briser, mais il refuse de plier. Le lendemain, Marianne revient à l'hôpital, son carnet rempli de notes. « Jean-Paul, ce que vous avez vécu n'est pas un cas isolé, » explique-t-elle. Mes recherches sur la discrimination dans les transports montrent des schémas similaires dans toute l'industrie. Votre affaire pourrait établir un précédent. Elle lui remet une liste de contacts, des avocats et des activistes prêts à soutenir sa cause. Vous avez une plateforme maintenant. Utilisez-la. Jean-Paul hoche la tête, reconnaissant. Merci Marianne. Sans vous, tout ceci aurait été balayé sous le tapis. Marianne sourit légèrement. Parfois, la justice exige un témoin au bon moment, mais elle exige surtout du courage, et vous en avez à revendre. Les jours suivants, l'affaire prend une ampleur nationale. Les médias s'emparent de l'histoire, titrant « Une juge de la Cour de cassation, témoin de discrimination sur un vol ». Les réseaux sociaux s'enflamment, certains soutenant Jean-Paul, d'autres le vilipendant avec une virulence raciste qui le laisse sans voix. Une manifestation spontanée se forme devant le siège de la compagnie aérienne à Paris, des parents et des activistes brandissant des pancartes réclamant justice pour Amélie. Pierre, le grand-père d'Amélie, utilise ses contacts dans le monde des affaires pour faire pression sur les actionnaires de la compagnie, tandis que Colette organise un réseau de soutien à Lyon, s'occupant des détails logistiques pour permettre à Jean-Paul de se concentrer sur le combat. Leur présence, autrefois distante, devient une force vitale, un rappel que la famille d'Élise est désormais son allié. Mais la compagnie aérienne ne reste pas inactive. Une nouvelle campagne de désinformation émerge, orchestrée par leurs avocats. Camille, dans une autre interview larmoyante, accuse Jean-Paul d'avoir provoqué l'incident en agitant Amélie pendant le service de boisson. Il était agressif, menaçant, prétend-elle, son ton de victime parfaitement répété.
Jean-Paul, en voyant l'interview, sent une rage aveuglante. Agressif? Murmure-t-il, incrédule. J'essayais de sauver ma fille pendant qu'elle riait avec son collègue. Claire, qui visionne la vidéo avec lui, note chaque incohérence. Elle se contredit à chaque phrase. D'abord, c'était un accident pendant des turbulences. Maintenant, c'est votre faute. Ça ne tiendra pas devant un juge. Mais les mensonges de Camille trouvent un écho chez certains, et Jean-Paul reçoit une nouvelle vague de messages haineux, certains allant jusqu'à menacer Amélie. Chaque mot est comme un coup de fouet, mais au lieu de le briser, il renforce sa détermination. Ils pensent qu'ils peuvent nous terroriser, dit-il à Claire, sa voix ferme. Mais je ne reculerai pas. Une semaine après l'incident, Jean-Paul accepte une interview sur une grande chaîne nationale conseillée par Claire. Assis sous les projecteurs, il raconte son histoire avec une clarté et une passion qui captivent le public. Ce n'était pas juste un accident, déclare-t-il, sa voix vibrante d'émotion. C'était de la négligence, de la discrimination et une tentative de nous réduire au silence avec de l'argent. Je me bats pour ma fille, mais aussi pour tous ceux qui subissent ce genre d'injustice sans que personne ne les voie. Il parle d'Élise, de son rêve d'un monde plus juste et de sa promesse de protéger Amélie. L'interview devient virale et pour la première fois, Jean-Paul sent qu'il n'est pas seul. Des milliers de messages de soutien affluent, des histoires de discrimination dans les transports, dans les hôpitaux, dans la vie quotidienne. Une femme écrit « Votre courage m'a donné la force de dénoncer ce que j'ai subi. Merci, Dr Dubois. » Ces mots, simples mais puissants, lui rappellent pourquoi il continue. Mais la victoire est encore loin. La compagnie aérienne, acculée par la pression publique, licencie Camille, mais tente de la présenter comme une brebis galeuse pour protéger son image. Claire découvre que d'autres employés, comme Antoine, ont été menacés pour rester silencieux. Antoine, désormais sans emploi, devient un témoin clé, fournissant des documents internes qui révèlent un système de protection des employés problématiques. Il savait tout, confie-t-il à Jean-Paul lors d'une rencontre discrète. Ils ont choisi de fermer les yeux parce que c'était plus facile. Jean-Paul, en entendant cela, sent une colère incandescente. « Plus facile ?» répète-t-il, sa voix tremblante. « Ma fille a été brûlée, et pour eux, c'était juste une question de commodité ?» Antoine baisse les yeux, honteux. « Je suis désolé. J'aurais dû parler plus tôt. » Jean-Paul pose une main sur son épaule. « Vous parlez maintenant. C'est ce qui compte. » 6 mois après l'incident, le procès Dubois contre la compagnie aérienne s'ouvre à Paris. Jean-Paul, assis à la table des plaignants aux côtés de Claire, sent le poids de chaque regard dans la salle d'audience. Amélie, désormais âgée d'1 an, est à Marseille avec Pierre et Colette, qui célèbrent son anniversaire entourée d'une communauté de soutien née de cette épreuve. La cicatrice sur son bras est presque invisible, mais pour Jean-Paul, elle reste un rappel permanent de ce jour fatidique. La compagnie aérienne, représentée par une équipe d'avocats aguerris, tente de minimiser l'incident, affirmant que Camille a agi seule et que leurs protocoles sont irréprochables. Mais les preuves s'accumulent. Les enregistrements de Marianne, les témoignages de Sophie et Antoine, les documents internes révélant des plaintes étouffées. Claire, dans son plaidoyer, démonte chaque argument avec une précision chirurgicale, exposant un système qui protège les coupables au détriment des victimes. Un moment décisif survient lorsque Marianne prend la parole comme témoin. Sa voix, calme mais implacable, résonne dans la salle. « Ce que j'ai vu sur ce vol n'était pas un accident isolé, mais le résultat d'une culture d'impunité, » déclare-t-elle. « J'ai documenté des comportements discriminatoires dès l'embarquement, culminant dans une négligence qui a blessé un enfant. Cette compagnie doit être tenue responsable. » Son témoignage, venant d'une juge de la Cour de cassation, fait vaciller la défense. Jean-Paul, en l'écoutant, sent une gratitude profonde. Sans elle, son histoire aurait été une de plus à être ignorée. Le juge, après des semaines de délibération, rend son verdict. La Cour approuve l'accord négocié entre les parties, annonce-t-il. Les termes sont historiques. La compagnie aérienne doit mettre en place une formation obligatoire contre les discriminations pour tous ses employés,
créer un conseil indépendant pour traiter les plaintes et établir des protocoles clairs pour les urgences médicales impliquant des enfants. Elle sera surveillée pendant 5 ans pour garantir le respect de ces mesures. Plus important encore, ces changements établissent un précédent que d'autres compagnies aériennes suivront pour éviter des poursuites similaires. Le juge ajoute. La Cour note également la création de la Fondation Élise Dubois pour l'équité dans les transports, financée par le montant du règlement et dédiée à la lutte contre la discrimination dans tous les modes de transport public. Jean-Paul, en entendant ces mots, sent un mélange de soulagement et de triomphe. Ce qui avait commencé comme un cauchemar s'est transformé en un catalyseur de changement. Devant le tribunal, les journalistes se pressent pour recueillir ses commentaires. Claire répond aux questions juridiques, tandis que Jean-Paul s'exprime brièvement. Cette affaire n'était pas seulement pour Amélie ou pour moi. C'était pour créer un monde où chacun peut voyager avec dignité, sans être jugé par sa couleur de peau, sa religion ou son apparence. Plus tard, il appelle Marianne, qui suit l'affaire depuis Paris. « Félicitations, docteur Dubois », dit-elle chaleureusement. « Votre combat a déjà influencé mes recherches sur l'accessibilité des transports. » Jean-Paul sourit. « Merci, Marianne. Élise serait fière de ce que nous avons accompli ensemble. » Le lendemain, Jean-Paul prend un vol pour Marseille, son premier depuis l'incident. Amélie, marchant désormais avec assurance, tient sa main alors qu'il passe la sécurité sans problème. Un petit progrès, mais significatif. À la porte d'embarquement, une jeune stewardess s'approche. « Docteur Dubois, je voulais juste vous dire que votre affaire a changé nos formations. Nous avons suivi un nouveau programme sur les urgences et la lutte contre les discriminations. Ça fait une différence. » Jean-Paul la remercie, encouragé par cette preuve tangible de son impact. À bord, il remarque une attitude plus respectueuse de l'équipage envers tous les passagers, un changement subtil mais réel. Assis près du hublot, Jean-Paul aide Amélie à boucler sa ceinture. Elle tend son bras vers la fenêtre, la petite cicatrice de sa brûlure à peine visible. « Ton premier vrai vol, ma petite étoile, » murmure-t-il. « Ta maman serait si fière de toi. » Alors que l'avion décolle, il reçoit un message de Claire. 2 autres compagnies aériennes adoptent des programmes similaires. L'effet domino commence. Jean-Paul sourit, regardant Amélie s'émerveiller devant les nuages. Le monde n'est pas parfait et la discrimination ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais chaque pas compte, chaque précédent établi, chaque système amélioré. Il pense aux lettres qu'il a reçues, des parents, des médecins, des voyageurs ordinaires partageant leurs expériences et le remerciant d'avoir créé des conséquences pour un comportement trop longtemps toléré. Une étudiante en médecine a écrit « Vous m'avez montré qu'on peut guérir plus que des corps. Merci. » À l'atterrissage à Marseille, Pierre et Colette les attendent, un sourire radieux sur leur visage. La relation avec ses beaux-parents, autrefois brisée par le chagrin, s'est transformée à travers leur combat commun pour honorer la mémoire d'Élise. Jean-Paul, tenant Amélie dans ses bras, sait que les défis ne sont pas terminés. Mais il est prêt à les affronter, fortifié par ce voyage inattendu. La justice, parfois, exige d'être au bon endroit au bon moment avec le bon témoin. Mais plus souvent, elle exige le courage de se lever face à l'injustice, peu importe qui regarde. Jean-Paul Dubois nous enseigne que la vraie justice naît de la résistance et que le silence face à la discrimination est une complicité. Son histoire nous rappelle que les systèmes ne changent pas seuls. Ils changent quand des individus courageux refusent d'accepter l'inacceptable. L'histoire de Jean-Paul Dubois, confronté à une injustice criante lors d'un vol où sa fille Amélie a été blessée par la négligence d'une stewardess, Camille, est bien plus qu'un simple récit d'indignation. C'est un miroir tendu vers notre société, révélant les fissures persistantes de la discrimination et les luttes quotidiennes de ceux qui osent s'élever contre elle. En tant que Français, profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne avec une intensité particulière, nous obligeant à réfléchir à notre rôle dans la lutte contre l'injustice et à tirer des leçons applicables à nos vies quotidiennes. À travers l'expérience de Jean-Paul, soutenu par la juge Marianne Lefebvre et l'avocate Claire Dubois, nous découvrons non seulement la douleur de l'injustice, mais aussi la puissance du courage et de la solidarité pour transformer un système défaillant.
L'histoire de Jean-Paul suscite une colère viscérale, une indignation qui brûle face à l'arrogance de Camille, à l'indifférence de la compagnie aérienne et aux remarques odieuses de passagers comme Philippe. En France, où l'égalité est une pierre angulaire de notre identité républicaine, voir un homme noir, chirurgien respecté, traité avec mépris à cause de sa couleur de peau, est un affront à nos valeurs. La scène où Camille remet en question la profession de Jean-Paul, insinuant qu'un homme noir ne peut être médecin, est particulièrement révoltante. Elle rappelle les micro-agressions subtiles mais omniprésentes auxquelles beaucoup sont confrontés dans leur vie quotidienne, que ce soit dans les transports, au travail ou dans les espaces publics. Cette colère, cependant, n'est pas stérile. Elle est un moteur, un appel à l'action, tout comme la rage de Jean-Paul l'a poussé à rejeter les compromis et à exiger des changements systémiques. L'intervention de Marianne Lefebvre, une figure d'autorité qui utilise sa position pour amplifier la voix de Jean-Paul, est un autre point fort de l'histoire. Elle incarne l'idée que la justice n'est pas seulement l'affaire des victimes, mais aussi celle de ceux qui ont le pouvoir de faire entendre la vérité. En tant que Français, nous valorisons le rôle des institutions dans la défense de l'équité, mais cette histoire nous rappelle que les institutions ne bougent que lorsque des individus, comme Marianne, agissent avec intégrité. La solidarité de Sophie, une passagère qui partage son propre vécu de discrimination, et d'Antoine, un collègue de Camille qui brise le silence, renforce ce sentiment de communauté. Ces personnages nous montrent que, même dans un monde fracturé, la fraternité peut émerger pour défier l'injustice. Jean-Paul aurait pu accepter l'offre de compensation de la compagnie aérienne et tourner la page, comme beaucoup l'auraient fait sous la pression. Mais, inspiré par la mémoire de sa femme Élise, il a choisi de se battre, non seulement pour sa fille, mais pour tous ceux qui subissent des injustices similaires. Cette leçon est universelle. Dans nos vies, que ce soit face à une remarque discriminatoire au travail, à une injustice dans un service public ou à un traitement inégal dans un magasin, nous devons trouver le courage de parler. En France, où la laïcité et l'égalité sont des piliers, cela signifie défendre ces valeurs dans les petites interactions quotidiennes, que ce soit en soutenant un collègue marginalisé ou en signalant un comportement inapproprié. Jean-Paul et Marianne insistent sur l'importance de documenter chaque détail de l'incident. Dans une société où les récits peuvent être manipulés, comme lorsque Camille accuse Jean-Paul d'exagération, les preuves sont essentielles. Pour nous, cela signifie tenir un journal des incidents discriminatoires, enregistrer des conversations si nécessaire, ou signaler officiellement les comportements problématiques. En France, les associations comme SOS Racisme ou le Défenseur des droits offrent des ressources pour documenter et signaler les discriminations, et nous devons les utiliser activement. L'histoire montre que Jean-Paul n'a pas gagné seul. Le soutien de Marianne, Claire, Sophie, Antoine, et même de ses beaux-parents, Pierre et Colette, a été crucial. Dans notre vie quotidienne, cela nous enseigne l'importance de tendre la main à ceux qui subissent des injustices. Que ce soit en offrant un témoignage, en partageant une histoire sur les réseaux sociaux ou en participant à des manifestations, chaque geste compte. En France, où les mouvements citoyens comme les manifestations pour l'égalité raciale ou les droits des femmes ont une longue histoire, la solidarité est une force transformative. La douleur de Jean-Paul, causée par la blessure d'Amélie et le deuil d'Élise, aurait pu le briser. Au lieu de cela, il l'a canalisé pour créer la Fondation Élise Dubois, dédiée à l'équité dans les transports. Cette leçon nous encourage à transformer nos frustrations en actions positives. Par exemple, si nous sommes témoins de discrimination dans notre communauté, nous pouvons organiser des discussions, sensibiliser nos proches ou soutenir des associations locales. En France, des initiatives comme les campagnes de sensibilisation dans les écoles ou les programmes de formation en entreprise contre les discriminations sont des moyens concrets d'agir. Dans le contexte français, cette histoire résonne avec notre histoire de lutte pour l'égalité, des idéaux de la Révolution française au combat contemporain contre le racisme systémique. Elle nous rappelle que, malgré nos avancées, des poches d'injustice persistent, souvent masquées par des excuses comme « c'était un accident » ou « c'est une question de procédure ».
La victoire de Jean-Paul, forçant une compagnie aérienne à réformer ses pratiques, est un rappel que le changement est possible, mais qu'il exige une vigilance constante. En tant que Français, nous sommes fiers de notre système judiciaire et de nos institutions. Mais cette histoire nous pousse à questionner leur efficacité lorsqu'il s'agit de protéger les plus vulnérables. Elle nous invite à être des acteurs actifs dans la construction d'une société plus juste, où des valeurs comme la fraternité ne sont pas de simples mots, mais des réalités vécues. Cette histoire ne doit pas rester un simple récit, elle doit inspirer un mouvement. Si l'histoire de Jean-Paul et Amélie vous a ému, si vous croyez en un monde où chacun est traité avec dignité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix de ceux qui luttent contre l'injustice. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui appellent au changement. Dans les commentaires, laissez le mot « égalité » pour affirmer votre engagement à construire une société plus juste. Ensemble, nous pouvons faire entendre les voix qui refusent de se taire face à l'injustice. Rejoignez-nous et faisons de l'égalité une réalité pour tous.